passé par la voie juridique, je dirais, avec un employeur qui était côté juridique. Il a voulu rentrer dans le tas, côté grief patronal, injonction, vouloir tout contrôler, carrément avec le côté juridique, avec ses avocats plein de marde qui a pu se servir contre nous autres, qui était quand même assez bien organisé, bien structuré. Et vu le fait que les employés chez nous se sont tenus debout pendant assez longtemps, je dirais que de voir l'employeur n'a pas pris qu'on se tienne debout et qu'on décide de revendiquer des conventions puis quelque chose qui a du bon sens pour les travailleurs chez nous. Et ce qui s'est produit à la suite de ça, c'est qu'il y a eu des licenciements. L'employeur a sacré le monde dehors. Tout simplement. Écoute, ça ne marchait pas. Tu ne peux pas revendiquer, tu n'as pas le droit de te tenir debout, tu n'as pas le droit de dire que c'est important une convention collective, que d'allure, puis l'ancienneté. Ça touchait beaucoup à l'ancienneté des travailleurs. Au départ, ce qu'on a vécu, c'est l'ancienneté des travailleurs. Il ne voulait pas respecter. Lui, ce qu'il disait, écoutez, dans l'usine, chez nous, là, toi, ça n'est pas ton affaire, je vais te tasser de là, j'en mets un autre à ta place. C'est ça qu'il a voulu faire. Puis même par rapport quand on regarde la mise à pied des travailleurs, comment ils ont fait ça, ça s'est fait carrément sans respecter l'ancienneté. Ils ont tassé des gens de 29 ans de date parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire, ils ne l'aimaient pas, puis ils en mettaient d'autres à sa place. Fait que, autour de ça, je dirais que les gens continuent à se mobiliser, on se tient debout, sauf qu'à un moment donné, il y a eu l'autre vague de licenciements qui s'en est suivie. On partait, nous autres, on est 115 travailleurs. Pour vous expliquer un peu l'usine, qu'est-ce qu'on fabrique, parce que j'ai oublié de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, c'est des produits de céramique, des bétons spécialisés, des coulis pour la céramique, des latex, c'est ça qu'on fabrique chez nous. Quand l'employeur, on a voulu se tenir debout, l'autre vague de licenciement qu'il a fait, il était rendu à 90 licenciements. Fait qu'il a mis 90 personnes à la porte, dont moi, qui est le président du syndicat là-bas. Et puis là, on continue à négocier avec l'employeur, mais il reste seulement que 21 travailleurs. Et là, avec d'autres négociations qui s'est produites avec l'employeur, ben, il ne s'est pas gêné, comme pourri capitaliste de boss qu'on a, il ne s'est pas gêné pour dire, ben écoutez, on n'est pas obligé de respecter l'ancienneté, on va le faire si ça fait notre affaire, tout simplement. Fait que c'est un peu ça la lutte qu'on a vécue avec eux autres, puis malgré tous les coups bas qu'on a eus, les injonctions, parce qu'on a brossé à cage de ce boss-là, chez Contre-Mike, il n'y a rien qu'on n'a pas essayé de faire. On s'est tout le temps fait barrer on s'est fait barrer tout simplement d'un bord puis d'autre par des injonctions. Des injonctions d'un bord puis d'autre. Puis là, tu ne veux pas perdre ta ligne de piquetage, tu ne veux pas perdre ta solidarité des travailleurs. Fait que tu te défends comme tu peux. Mais c'est un peu ça, en gros, qui s'est produit chez nous. La lutte qu'on se bat depuis un certain temps, on dirait que les gens, à un moment donné, les gens se découragent, ils baissent les bras un peu. Mais là, à un moment donné, tu as une personne qui a le job. Mais c'est vraiment un pourri de capitalisme qu'on a comme boss. Imaginez ça, pensez que ça fait 17 ans que je travaillais 17 ans pour cet employeur-là. Puis là, tout à coup, il s'est dit, bon, ben regarde, c'est assez de travailleurs qui se défendent. Là. Ceux qui veulent avoir... Le syndicat, on va tasser ça de côté, puis c'est assez. Il a voulu faire le ménage. Éric a quand même bien résumé le conflit. C'est ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un combat qui est très difficile parce que l'employeur était prêt. L'employeur était prêt, on le voit, parce qu'on a quand même fait, nos devoirs au début. Là, on a des manifs chez les cadres. Bon, on a quand même brassé comme on pouvait quand même. Puis le boss a quand même résisté. Je veux dire, c'est comme un moment donné, on se demandait si c'était pas un coup d'épée dans l'eau, je ne sais pas. En tout cas, fait que le boss était prêt, puis avec la firme d'avocats qu'ils ont, ben, sont quand même blindés, puis c'est quand même quelque chose de difficile à casser. Fait que le but de l'employeur, c'était vraiment de casser le syndicat, puis je pense qu'il est sur le point de, en tout cas, s'il ne nous a pas cassé, il nous a affaibli beaucoup. C'est plate à dire, mais on n'est pas encore mort, mais on est moins fort. Puis bon, ben, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté. J'ai reconnu beaucoup de visages ici quand je suis rentré tantôt. C'est sûr que je ne peux pas passer à côté de l'action du 22 juillet dernier qu'il y a eu. Moi, je voudrais vous remercier, ceux qui ont participé à ça, de près ou de loin. Ça a été une belle victoire, une petite victoire pour nous autres. On n'a pas gagné la guerre avec ça, mais ça a été une belle shot. Moi, je suis content et je vous remercie de ce shot-là. Ça a été un beau pied de nez au boss, cette journée-là. Les drops ne sont pas rentrés. Puis, chapeau. Merci pour ça.
Puis c'est pas fini. Je veux dire, c'est pas fini. Je veux dire, il faut que. Nous autres, on a tenté de. On a fait des manifs devant les clients du boss, devant les clients, les clients qui sont Renault Dépôt, Rona, ces grands magasins-là, ça c'est des grandes surfaces, PMR, qui vendent des produits MEPI. Fait qu'on a essayé un boycott. Les boycotts, c'est plate, mais c'est dur. Souvent, je regarde les autres boycotts qu'il y a eu, souvent, ça ne vaut pas de la merde parce que c'est la population. C'est la population, nous autres sites qui achètent les produits. C'est la population qui les achète. Puis de là à les brasser assez pour qu'ils arrêtent de l'acheter, c'est dur, mais c'est pas impossible. Fait que c'est sûr, on a tenté un. Fait que c'est sûr que, si je sais qu'il y a des gens qui sont du côté de la construction, nous autres, on vous lance le message aussi. Si vous pouvez passer le mot, de boycotter, d'éviter les produits MEPI pour vos Renault, ça sera toujours bien ça de gagner. Vous faites de la bonne job. Mais là, les produits sont moins bons parce que c'est fait par des scabs. C'est ça, dans le fond, c'est de passer le mot. Je veux dire, merci pour votre aide, puis merci pour l'aide peut-être future que vous allez nous apporter, votre appui. Puis, lâchez pas comme on lâche pas. Vous m'entendez OK? Oui. Faut vous m'excuser un peu, je cherche mes mots de temps en temps. Ça fait longtemps que je suis parti du Québec. Mes parents ont parti de Petit en 65. Et ça arrive souvent que je cherche les mots. Je vais sortir des mots un peu croches de temps en temps. Mais excusez-moi. Je vais vous parler à ce soir en particulier de la fermeture d'une auberge qui s'appelle Seaton House, qui est la plus grande auberge au Canada, qui est dans notre quartier. Mais avant de vous parler de ça un petit peu, je veux juste vous donner un petit peu de contexte du quartier, un peu d'histoire du quartier pour que vous compreniez pourquoi c'est important cette fermeture de Seaton House. La Coalition ontarienne contre la pauvreté, ça fait un bon 25 ans, 25 ans qu'on travaille dans le quartier. C'est un quartier ouvrier qui a une concentration de services pour les sans-abri et les pauvres qui sont concentrés dans notre quartier, qui n'existe pas à nulle part autre vraiment à Toronto. C'est concentré dans l'est de Toronto. On a lutté pendant ces derniers 20-25 ans sur des questions d'embourgeoisement du quartier, que je vais parler plutôt ce soir, mais aussi c'est des grandes questions du bien-être social, des logements sociaux. Pendant les grandes dépressions, les répressions du bien social avec M. Harris en 1995, notre organisation a eu des grandes luttes dans le quartier. On a eu des centaines de charges criminelles contre nos membres. C'était des luttes très, très intenses. Même, je sais qu'il y a du monde de Montréal qui avait descendu le 15 juin à Queen's Park et il y avait une grande bataille qui s'est passée là sur cette lutte. Je veux donner un peu de contexte avec Seaton House parce que le quartier est très important à Toronto. C'est l'un des plus vieux quartiers ouvriers à Toronto, peut-être le plus vieux. C'est là que la première maison de pauvres a été établie en 1837. On avait souvent, à partir de là, des sans-emploi, des sans-abri qui se trouvaient dans le quartier, qui cherchaient de l'ouvrage, qui se trouvaient pas d'ouvrage, qui avaient besoin des services. Alors, ça a été établi depuis ce temps-là. Et il y a toujours eu des tensions entre les sans-emploi, les sans-abri, les pauvres qui demeurent dans le quartier, et les personnes qui avaient plus d'argent. Parce que le quartier avait aussi du monde qui avait assez d'argent. Parce que les gens qui avaient les industries qui étaient au sud de la ville, ils avaient besoin de l'ouvrage et des hommes pour leur labor. Alors, c'est très important d'avoir. Mais il y avait toujours une attitude, une grande tension entre eux autres et les pauvres. Par exemple, on a un prêtre dans l'église All Saints, qui est dans notre quartier, qui en 1890 disait que la manière de se débarrasser de sans-emploi qui viennent dans le quartier, dans Toronto, c'est pas de leur donner de charité, mais de les faire travailler. Alors, ils ont décidé de leur faire passer des roches pour avoir un peu de soupe et un lit.
Seton House, c'est une institution qui a été créée pendant la Grande Dépression. Et pendant la Grande Dépression, dans notre quartier, on a eu des grandes luttes. Et beaucoup des luttes avaient à faire avec les conditions dans les auberges. En fait de surpopulation, en fait des affaires de santé, de la violence, mais en particulier, ça avait à faire avec le fait que dans ce temps-là, les hommes, et c'était plutôt les hommes, il y avait des femmes aussi, n'avaient pas le droit à avoir du bien-être social, alors étaient pris dans les auberges. Alors il y a eu des grandes luttes dans le quartier pour demander qu'il y ait le droit d'avoir 5 piastres par semaine pour essayer d'avoir une chambre dans le quartier. Ils n'ont pas gagné cette lutte-là, mais c'était des luttes très, très importantes dans le quartier. Et je parle de ça parce que nos luttes, nous autres, dans les derniers 20 ans, sont très semblables. Parce que quand on parle de Seton House, à la fin, c'est une auberge, et vraiment, on ne dit pas que notre demande, c'est qu'on ait des auberges pour que le monde soit capable de manger, ait un toit sur... Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Hein? C'est un toit, hein? un vrai chez nous. C'est important d'avoir ça. Maintenant, en 130, il y avait aucun ça. On a aussi besoin d'assez d'argent pour survivre. Et comme c'est là, nous autres, on avait une situation dans le quartier où le monde, avant Harris même, pouvait arriver dans le quartier, se trouver dans des auberges 2-3 semaines peut-être, et pouvait se trouver une chambre peut-être. Ici et là, qui n'est pas trop cher. Mais à cause de l'embauchement du quartier, comme ça se passe, la majorité des maisons de chambre sont parties. Même aujourd'hui, des maisons de chambre disparaissent. Et on a aussi une situation où la ville a commencé à se débarrasser des auberges dans le quartier. Alors, on a une situation où les gens, on a des auberges qui ont pas mal de surpopulation, et Seton House est le prochain projet de la ville, en fait, de se débarrasser des sans-emploi, sans-abri et des pauvres qui sont dans le quartier. On a eu des luttes à travers ce temps-là. On avait des actions de squat dans le quartier souvent. Dans le temps que vous avez Préfontaine ici, tout ça, nous on avait le Pop Squat dans le quartier Parkdale, qui durait à peu près 3 mois. C'est des grandes luttes qu'on faisait. On avait aussi souvent des manifs où on prenait des packs, des fois pour 3 ou 4 jours pour demander de l'aide. Alors, pour nous autres, à la fin, quand la ville a décidé de faire un programme comme ça, de fermer un programme comme ça, comme Seton House, on sait que le monde va se trouver dans la rue. C'est impossible, parce qu'on n'a pas de logements sociaux, on n'a pas d'argent. Alors, pour nous autres, vraiment, la lutte, je vais arrêter ici, quand on parle d'un lutte pour garder un auberge ouverte, vraiment, c'est une lutte. On dit, écoutez, regardez, dans notre quartier, on a 2000 personnes dans ces auberges-là, et vous dites qu'il y a des logements. S'il y a des logements, envoyez loger-les. Mais en fermant les auberges, ça fourre le monde barrette. Le monde, ça ne marchera pas. Alors, on a une grande manif qui va se passer la semaine prochaine, le dimanche. On est ceux qui peuvent venir à venir. C'est notre intention de prendre un terrain, de demander à la ville d'exproprier le terrain et de nous donner dans le quartier. Parce que nous, on croit que c'est à nous autres, ce terrain-là. Ça fait longtemps qu'il y avait des maisons de chambre sur le terrain. Alors, je vais arrêter là, s'il y a des questions après, mais c'est là que je vais finir. C'est vraiment cool de partager un panel avec Eric, Stéphane, Jacques et Gaétan, et aussi de voir les banderoles, mais mieux que ça, de voir tous les faces ici. Je pense que des espaces comme ça, c'est essentiel, et j'espère que ça continue de façon non sectaire et avec une ouverture de partager des luttes. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et merci aux organisateurs et organisatrices pour faire cet événement et pour mobiliser aujourd'hui. La thème, c'est une attaque contre une personne et une attaque contre toutes et tous. Et ça, c'est au sein de la campagne Cité sans frontières. Alors, avant de parler des spécifiques de la campagne de la collective Éducation sans frontières, je voudrais parler d'où vient cette lutte. Parce qu'il y a un terrain de lutte ici à Montréal et dans d'autres grandes villes où il y a une population immigrante significative. Ici à Montréal, par exemple, on peut parler d'au moins 100 000 personnes qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être envoyées. Ça, c'est proportionnel. Reste au Canada, on peut parler de millions de personnes dans cette situation. Aux États-Unis, on parle de 12 millions qui sont des sans-papiers.
On ne peut pas passer une journée ici à Montréal sans rencontrer quelqu'un qui a son papier, même si tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui a son papier. Pensez des personnes qui travaillent dans les champs agricoles, qui sont des chauffeurs de taxi, qui travaillent dans les hôtels, qui travaillent dans les usines à Ville-Saint-Laurent, etc. Vous avez l'idée de le travail des personnes sans papier. Mais c'est une réalité invisible. Alors, notre campagne de Solidarité sans frontières, c'est de dire qu'il faut arrêter les déportations, il faut lutter contre les détentions, la précarité de ces personnes, avec ces personnes, et aussi d'exiger un programme de régularisation de tous les sans-papiers. On ne veut pas entrer dans la logique des personnes qui méritent de rester, qui ne méritent pas de rester. Les raisons pourquoi le monde sont des migrants sont logiques. On ne va pas entrer dans la logique de décider qui est des bons migrants et mauvais migrants qui travaillent fort et méritent de rester ici, qui ne sont pas bons. La logique de migration, c'est naturel, c'est normal, et puis on voudrait une justice pour tous les sans-papiers. Beaucoup de cette lutte, c'est une lutte invisible, c'est-à-dire c'est un soutien direct avec des personnes qui n'est pas très public. Par exemple, au moment, il y a une femme du Pakistan qui essaie de lutter contre la déportation. Elle a une condition cardiaque et quand elle était à l'hôpital, les agents des services frontaliers ont envahi cet hôpital pour essayer de déporter cette madame. Il y a des Roms ici à Montréal qui viennent d'Hongrie, une place où il y a un racisme énorme. Et puis l'ancien ministre de l'Immigration, Jason Kenney, a vraiment ciblé cette communauté. Il y a plein de personnes de cette communauté qui vivent ici en noir ou qui sont menacées de déportation. Je peux continuer avec des autres histoires. Il y a certaines qui sont publiques, par exemple la famille Alvarez Rivera qui vient d'El Salvador, qui sont menacées de déportation de Laval. L'école des filles de cette famille ont mobilisé, ils ont fait une chaîne humaine autour de l'école pour essayer d'empêcher une déportation potentielle. Il y a maintenant le cas de Jabba Kalibi, une Iranienne, un résistant à le régime iranien qui est menacé d'envoi, malgré le fait qu'il habite ici avec sa famille il y a 10 ans. On a une pétition pour lui sur la table de Solidarité sans frontières. Alors, il y a beaucoup de travail visible pour soutien direct avec ces personnes. On fait des cliniques chaque mois. On a publié un guide de service. On a des copies ici en anglais, français et espagnol qui donnent des conseils et des ressources pour les personnes qui habitent ici sans papier pour avoir accès aux ressources, aux accès aux services, etc. Mais on fait des campagnes aussi. Et c'est toujours une balance de comment on fait le soutien direct avec des campagnes. Alors, on fait une campagne pour demander, comme j'ai dit, un programme de régularisation. On demande un statut pour tous et toutes. Mais malheureusement, on ne prévoit pas que le gouvernement conservateur, ou même le gouvernement libéral, ou même le gouvernement NPD, va donner ça dans les prochaines années. Il faut vraiment construire un mouvement puissant qui pourrait menacer les personnes au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors, en attendant, on construit nos réseaux d'entraide, on construit nos réseaux de soutien. Alors, on fait ça avec la campagne Cité sans frontières. D'assurer accès aux services de santé, d'assurer accès aux services d'éducation, de logement salubre, des choses que les citoyens, même si vous êtes dans une situation de précarité, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre comme acquis, comme entrer dans un hôpital sans être menacé d'être séparé de votre famille ou d'être renvoyé. Alors, c'est dans cette optique que le collectif d'éducation frontière a été créé. Parce qu'une chose qu'on a vue dans nos cliniques de soutien, c'est qu'il y a des familles qui habitent ici en noir, c'est-à-dire en clandestinité, qui ne pourraient pas avoir accès aux écoles. Toujours bloquées. Parce que le Québec ne permet pas les enfants sans papier d'aller à l'école. Juste pour mettre ça en contexte, aux États-Unis, il y a 12 millions de personnes sans papier, alors il y a des milliers et des milliers d'enfants de ces familles. Ils pourraient aller à l'école aux États-Unis. Alors, même à Texas, à Mississippi, à Alabama, les enfants sans papier ont le droit d'aller à l'école. Même à Toronto, à Vancouver, en France, ils ont ce droit, mais pas ici au Québec. Alors, on a lancé notre campagne il y a 2 ans. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors juste pour résumer ce qu'on essaie de faire, c'est clair qu'on essaie d'avoir accès à l'école, mais dans l'optique de l'éducation pour tout le monde, qui est accessible. Alors, on s'identifie avec le mouvement étudiant qui a demandé gratuité scolaire, pas juste une grève pour une hausse de frais, mais aussi une gratuité scolaire. Mais on a décidé de cibler
aspect de cette lutte, c'est-à-dire les enfants qui ne pourraient pas aller aux écoles primaires et secondaires. Il y a une grande méfiance et ignorance au part du gouvernement, mais finalement, après des manifs, etc., Marie Malevoy, la ministre de l'Éducation, elle a fait une annonce juste avant le fête de Saint-Jean-Baptiste en disant « Ah, ça c'est mon fardeau, je vais m'occuper de ça ». On attend, puis il n'y a rien. La rentrée arrive le 28 août, et puis il n'y a rien. Finalement, ils ont admis qu'ils ont donné des directives aux commissions scolaires au Québec. J'ai des directives ici, et c'est nous, le collectif, qui a publicisé ces directives. Et malheureusement, ça ne permet pas les enfants d'aller à l'école s'ils sont des sans-papiers. Vous pouvez aller à l'école, mais en payant 5 à 6 000 $. C'est-à-dire, on demande aux personnes les plus précaires, déjà, et les plus exclus des cadres, de payer 5 à 6 000 $ qu'ils n'ont pas. Nous sommes en contact direct avec des familles qui essaient d'entrer dans les commissions scolaires Pointe-de-l'Île, commission scolaire Marie-Victorin à Longueuil, les commissions scolaires de Montréal, qui sont demandées 5 à 6 000 $ malgré ces directives. On a fait une critique de ces directives, c'est sur notre site web. Une critique qu'on a fait, c'est qu'il n'y a aucune campagne publique pour mentionner aux parents des sans-papiers que vous pouvez au moins essayer d'aller à l'école. Juste pour mettre ça en contexte encore, on vient de lire dans les journaux, etc., que le gouvernement Marois va dépenser 1,9 million $ pour une campagne publique pour vendre cette nouvelle charte des valeurs québécoises. Mais il fait zéro pour ces familles sans papier. Puis juste pour mettre ça en contexte encore, probablement il y a autour de 1000 enfants sans papier, c'est une estimation parce qu'on ne peut pas faire un recensement des personnes qui vivent clandestinement, mais il y a à peu près 1000 enfants sans papier. Alors, on peut estimer 5 à 6 millions de $ seulement pour assurer que ces enfants aient accès à l'école. Mais le gouvernement Marois est en train de dépenser 1,9 million $, puis pour une campagne publique, pour une charte de valeurs qui divise la population, puis il n'y a rien pour ces familles. Alors, nous sommes ici pour parler de soutien direct, pour des actions tangibles. Alors, je suis ici sans gêne de vous encourager d'assister à notre prochain rassemblement, assemblée publique. Il y a des tracts sur nos tables. C'est pendant la prochaine réunion de commission scolaire de Montréal, cette fois à Park Extension, dans une école près le centre William Hingston. La dernière fois que la commission scolaire de Montréal a fait une réunion dans une école, dans un quartier populaire, c'était supposé d'être à Hochelaga. Ils ont annulé la réunion là, puis ils ont retourné à leur forteresse, à leur bâtiment. Alors, regardez nos sites web parce qu'ils vont probablement faire la même chose cette fois, mais on va faire une manif là, mais aussi une assemblée publique pour parler de stratégie, pour une escalade de nos tactiques. Parce qu'on a déjà fait toutes les choses qu'il faut faire dans une société démocratique, etc. Cette fois, il faut qu'on dérange Marie Malevoy. Comme le monde a dérangé Lynn Beauchamp pendant la grève étudiante. On a besoin d'aide pour ça. On n'a pas la capacité de faire ça seul. On a besoin de savoir son horaire, elle est où, et puis déranger Marie Malevoy pour qu'elle fasse ce changement, et comme j'ai dit, mettre ça en contexte, déjà partout la Amérique du Nord, sauf ici au Québec, les enfants sans papier pour aller à l'école. Mais ça, c'est encadré, je vais le finir maintenant, ça c'est encadré, comme j'ai dit, dans une lutte de Cité sans frontières. Le contraire d'une attaque contre une personne, c'est une attaque contre tous et toutes, c'est l'idée de diviser pour régner. Puis, avec les sans-papiers, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est-à-dire, on essaie de dire aux travailleurs et travailleuses, regarde, ces sans-papiers, ils sont en train de diluer les droits des travailleurs, ou on est en train de dire des personnes dans une situation précaire, dans une situation difficile, que, les immigrants, etc., on ne peut pas s'occuper d'eux parce qu'on veut le service pour les bons Québécois et Québécoises. Alors, je suis ici, même si c'est évident pour beaucoup de monde ici, je suis ici pour faire un appel de solidarité ensemble, pour contrer cette idée de diviser pour régner. Puis la Charte des valeurs québécoises, c'est aussi une autre chose qui n'attaque la dignité de nos co-travailleurs, travailleuses qui décident de porter un vêtement religieux, mais qui sont aussi parmi nous, les personnes précaires, pour les prolétariats qui essaient de combattre ce système pourri. Alors, merci encore pour m'écouter, puis
comme j'ai dit, je suis vraiment heureux d'être ici et c'est vraiment génial d'avoir des espaces comme ça pour partager des luttes. Je suis ici à l'écoute, mais je suis aussi pour vous encourager d'aider notre campagne. Juste une dernière chose, on a une déclaration contre Cité Sans Frontières. Si vous êtes partie d'un groupe communautaire, un syndicat, une coopérative de logement, vous pouvez signer cette déclaration qui dit qu'on refuse d'être complice avec l'Agence Services Frontières du Canada et au lieu de ça, on essaie de créer une Cité Sans Frontières. Merci. Mais moi, je vais vous parler de la lutte contre la réforme Harper à l'assurance chômage, que nous, on a appelé le saccage de l'assurance chômage. Une réforme qui a été imposée unilatéralement il y a un peu plus d'1 an et contre laquelle on se bat depuis un peu plus d'1 an. Cette lutte-là continue, cette lutte-là n'est pas terminée, elle se poursuit, puis on a l'intention de l'amener jusqu'à temps qu'on obtienne le retrait de cette réforme-là et la remise en place d'un régime d'assurance chômage universel qui protège l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui perdent leur job et qui ont besoin de cette protection-là. Il y a 1 an et demi, donc, le gouvernement Harper a déposé son budget, Flaherty, où l'on a appris, dans le fond, qu'il y avait l'intention de faire des changements dans le régime d'assurance chômage. Le régime d'assurance chômage, en fait, qu'est-ce que c'est? Il en existe dans la plupart des pays occidentaux. C'est un régime qui, au Canada, est de responsabilité du gouvernement fédéral, qui est censé protéger les travailleurs et les travailleuses qui perdent leur job. Ils leur donner une protection. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, d'ailleurs, dit que toute personne a droit à une protection contre le chômage quand on perd notre job. Mais ça, c'est des outils juridiques que le gouvernement Harper n'aime pas qu'on rappelle. Donc, cette réforme-là et ce régime-là, par contre, avant même le dépôt de la dernière réforme, n'était plus l'ombre d'un régime d'assurance chômage. Parce que dans les années 90, 1990, 93 sous Mulroney, 1996 sous Chrétien-Martin, il y a eu une vague de changements au régime qui ont, dans le fond, fait en sorte qu'au lieu d'avoir 85 à 90 des chômeurs et chômeuses qui ont droit à l'assurance chômage, comme c'était le cas jusqu'en 1990, aujourd'hui, c'est entre 40 et 50 des chômeurs et chômeuses qui sont protégés, qui ont droit à l'assurance chômage. Donc, on a changé le régime, on l'a rendu difficile d'accès pour précariser le monde, les rendre plus vulnérables sur le marché du travail. Et les récents changements qui ont été annoncés, qui ont été imposés et qui sont en vigueur actuellement, sont venus renforcer le caractère de ces réformes-là qui ont été faites dans les années 90. Et ça touche plusieurs aspects, mais en gros, le plus important, c'est que maintenant, on catégorise tous les prestataires, toutes les prestataires d'assurance chômage en 3 selon leur historique d'utilisation du régime d'assurance chômage. Et selon qui ont eu recours fréquemment ou pas au régime, on oblige tout le monde à accepter des jobs à 70, 80 ou 90% de leur salaire antérieur à des conditions moindres que leur emploi antérieur, sous peine de perdre leur prestation d'assurance chômage. La limite étant le salaire minimum, on forcera, ils nous ont laissé ça, là. Personne n'a obligé d'accepter le job au salaire minimum sous peine de se faire payer son chômage. C'est quand même ça qu'ils nous ont laissé. Ce que ça veut dire concrètement, une éducatrice en service de garde à Montréal, qui est en début de carrière dans ce domaine-là, mettons, qui fait un remplacement d'1 an, elle remplace une éducatrice qui est en congé de maternité. Au bout d'1 an, son contrat à elle, à durée déterminée, se termine. Elle tombe en chômage. Elle gagnait 18$ de l'heure en début de carrière dans un CPE. Elle va être obligée, si elle est considérée prestataire fréquente, d'accepter une job dans n'importe quel domaine à 12 et 60$. Si elle ne veut pas perdre, se retrouver devant rien, parce qu'elle n'accepte pas à faire son chômage, elle n'a plus rien. C'est l'aide sociale, c'est éligible à l'aide sociale. Si elle accepte, puis qu'elle travaille à 12 et 60, puis mettons qu'elle travaille des mois, elle cherche d'autres jobs, elle ne s'en trouve pas. Au bout d'1 an, elle est slackée parce que l'employeur n'a plus d'ouvrage pour elle. Elle va retomber en chômage, elle va faire une nouvelle demande, elle va être encore considérée la même prestataire fréquente, parce qu'elle revient encore au chômage. Ça va être 70% de 12 et 60. Elle est déjà rendue à la limite du salaire minimum. C'est l'appauvrissement des chômeurs et des chômeuses. Et plus généralement que ça, puis ça c'est un aspect qui n'a peut-être pas assez ressorti depuis 1 an qu'on mène la bataille là-dessus, c'est que ce n'est pas juste les prestataires d'assurance chômage puis le monde qui perd leur job qui sont visés par cette réforme-là. Parce qu'en changeant ces règles-là, en forçant le monde à accepter n'importe quel job à n'importe quel salaire, on crée une pression à la baisse sur les salaires ouvriers de tout le monde, y compris ceux et celles qui pensent qu'ils ne tomberont jamais en chômage dans leur vie, puis qui ont des jobs et qui vont subir cette pression-là sur les salaires ouvriers. Et c'est ça le but de la réforme. Parce que dès qu'on parle de chômage et d'assurance chômage, on est au cœur du rapport de force entre le travail et le capital dans la société capitaliste. Et c'est là que les changements au régime viennent agir pour précariser, rendre plus difficile l'exercice des droits des travailleurs et des travailleuses.
Bon, ce qu'on a fait depuis que cette réforme-là existe, c'est qu'on s'est mobilisé. Les groupes membres du MAS, dès l'été dernier, l'été 2012 en fait, ont commencé la mobilisation. Les groupes membres du MAS, la quinzaine de groupes à travers le Québec, ont tenu pendant l'automne, au début de l'hiver, au-delà de 100 assemblées publiques, partout, jusqu'aux îles de la Madeleine, partout à travers le Québec, qui ont rejoint au-delà de 10 000 personnes pour les informer sur cette attaque-là et les conséquences, et les amener à se mobiliser. Le MAS a pris l'initiative des premières actions. Le 27 octobre à Thetford Mines, manif nationale devant le bureau de Christian Paradis. Le même jour, au pont interprovincial avec le Nouveau-Brunswick, il y avait aussi 3000 personnes qui ont manifesté. Là, après ça, les actions ont déboulé. On en a entendu parler beaucoup dans l'est de la province, du Nouveau-Brunswick. Peut-être que c'est pas tout le monde qui sait que le 12 janvier, à moins 30, à Cap-Rouber, aux îles de la Madeleine, il y avait 4000 personnes dans la rue, sur une population totale aux îles de 12 000, pour dénoncer cette réforme-là. Il y a tout le monde qui savent que le 11 février, à Tracadie-Shaila, dans la péninsule acadienne, il y a 300 personnes qui ont bloqué le centre-ville, qui ont fait des barrages, qui ont repoussé la police et qui ont fermé le centre-ville de Tracadie-Shaila puis le bureau de chômage pour la journée. Il y a eu des actions importantes qui se sont déroulées, qui ont finalement créé des conditions pour qu'il puisse exister une coalition nationale qui a organisé la grande manif à laquelle vous avez peut-être participé le 27 avril, qui a comme remplacé la manif du 1er mai qui était devancée au 27 avril. Bon, on en est rendu là dans la mobilisation. Nous, on considère que cette lutte-là, cette mobilisation-là, c'est une lutte de classe. C'est sûr qu'il y a des employeurs dans certaines régions où le travail est saisonnier, qu'ils sont contre la réforme parce qu'ils craignent de perdre du monde. Si en Gaspésie, un travailleur saisonnier est obligé de déménager pour aller accepter une job à l'année ailleurs, mais il ne retournera peut-être pas à sa job de saisonnier. Puis ça, ces employeurs-là, ils se disent, on va être obligé d'augmenter nos salaires pour les salaires, pour les inciter à revenir. Ils ne veulent pas, eux autres. Il y a des employeurs qui s'opposent à la réforme. Fondamentalement, ce n'est pas le patronat qui va mener cette bataille-là, c'est la classe ouvrière qui est attaquée, et c'est à la classe ouvrière à mener cette bataille-là. Donc, on rejette l'idée de faire des alliances avec le patronat pour cette lutte-là. On pense que c'est une lutte qui ne concerne pas juste le Québec. Pierre Paquette, l'ancien député du Bloc québécois, il nous disait au mois de janvier, comme bien d'autres, que c'est une attaque contre le Québec. Allez dire ça aux travailleurs et travailleuses au Nouveau-Brunswick qui sont attaqués par la réforme, que ça concerne juste le Québec. Ça n'a pas de frontières, cette attaque. Nous, on rejette l'idée qui circule actuellement que, dans le fond, on ferait mieux d'essayer de rapatrier ce régime-là au Québec et de se faire un petit régime à nous autres ici. C'est d'ailleurs la position de Tom Flanagan, le conseiller de Stephen Harper, c'est la position de la sénatrice conservatrice Diane Bellemare qui disent on est allé de payer en Alberta pour le monde des provinces maritimes puis au Québec, qui s'en fasse un régime d'assurance chômage, qui s'en paye un. Nous autres, on ne veut plus qu'il y ait de régime global qui protège tout le monde. Alors, on rejette cette idée-là de rapatriement. Et on pense qu'il faut mener cette lutte-là aussi dans la perspective que cette attaque-là ne tombe pas du ciel, mais elle s'inscrit dans le cadre des mesures d'austérité que tous les gouvernements capitalistes en Occident imposent contre les travailleurs et les travailleuses, contre les exploités, les opprimés. Et donc, il faut faire des liens entre cette attaque-là et les autres attaques, comme par exemple la réforme de l'aide sociale au Québec, qui participe de la même idéologie exactement qui est imposée par le PQ contre les personnes à l'aide sociale. Donc, c'est une lutte qui doit se poursuivre. Comment? En multipliant, en continuant les actions, en les étendant, en les multipliant, et en tentant d'étendre ce mouvement-là dans les autres provinces qui se sont moins mobilisées de fait. Ça a été beaucoup au Québec et dans les provinces maritimes. Mais la semaine dernière, il y a eu déjà des contacts, des réunions interprovinciales, Manitoba, Ontario, toutes les provinces maritimes du Québec pour commencer à travailler sur un plan d'action. Ça, c'est quand même positif à ce niveau-là. À court terme, la bataille se poursuit. On a une action en vue. Vous savez que le PQ a mis sur pied une commission d'études sur l'assurance chômage, puis présidée par Gilles Duceppe, qui tient des audiences publiques depuis quelques jours. À Montréal, ça va être les 1er et 2 octobre. La date est à confirmer parce qu'on ne sait pas si on va le faire encore le 1er ou le 2, mais ça va être vraisemblablement le 2 octobre à midi devant l'hôtel Holiday Inn Select au 99 rue Vigier-Ouest. Un rassemblement à l'occasion de la tenue des audiences publiques de la Commission du CEP pour dénoncer la réforme. Ensuite, il va y avoir dans les prochaines semaines une assemblée publique qui va plancher pour organiser une action. En milieu, on travaille beaucoup avec les organisations syndicales de la région de Montréal. Puis on avait une réunion il y a 2 jours. Puis l'expression que eux utilisent dans les syndicats, ça serait une action de haute visibilité, une action perturbatrice et dérangeante de haute visibilité qui découlerait, disons, de la mobilisation qui se poursuivra dans les prochaines semaines. Mais à court terme, on vous invite donc le 2 octobre à midi. Il y a une petite possibilité que ce soit le 1er, mais vraisemblablement le plus tôt, mercredi le 2, devant le Holiday Inn Select au 99 de Vigier-Ouest. Alors nous, on pense, comme les autres personnes l'ont dit, là, que
le partage des luttes qu'on mène est important pour développer cette solidarité-là. On ne pense pas qu'on est à une étape où on serait capable, mettons, de fédérer toutes les luttes dans un seul grand mouvement qui s'attaque à toutes les politiques des capitalistes, mais à court terme, la façon de commencer à construire ça, c'est en se solidarisant, en s'appuyant mutuellement dans chacune de ces actions, dans chacune de ces batailles-là, en se soutenant donc et en coordonnant nos luttes respectives. Donc c'est ce qu'on a l'intention de continuer à faire dans les prochaines semaines. Pas besoin de micro. Pas besoin de micro. Je sais que j'ai pas besoin. Camarades et amis, au début du 20e siècle, en 1913, un certain Jean Jaurès, qui allait mourir l'année suivante parce qu'il s'opposait au déclenchement de la première grande guerre impérialiste, posait une question à la jeune génération de son époque. Il leur demandait, jeunesse, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? 100 ans plus tard, en 2013, pour sûr, je me prends pas pour Jean Jaurès, mais une chose est certaine, on n'a pas besoin de se poser la question et de poser la question à notre jeunesse, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Parce qu'on l'a vu en 2012, ce que vous avez fait de vos 20 ans. Des diablesses dans l'eau bénite et vous n'avez pas assez proche de gagner. Si les centrales syndicales avaient maintenu leur parole d'un terme que je comprends toujours pas, la grève sociale, que moi j'appelle la grève générale de solidarité, 24 heures, les choses auraient pu être différentes en maudit. Mais vous voilà maintenant éduqués sur qui sont vos véritables amis et qui sont vos véritables ennemis. Sur qui on peut compter. Voilà. Vous avez ému la classe ouvrière des générations, des autres générations. Et hors du mouvement des casseroles, magnifique mouvement des casseroles, est né spontanément le mouvement des assemblées. Malheureusement, à la fin de la grève étudiante, tout le monde, on le sait, s'est senti un peu floué, fatigué, déçu. Plusieurs des assemblées de quartier, pensant que leur seule tâche, c'était de se réunir autour de la question étudiante, se sont dissous. Ces assemblées de quartier, présentement, là, sont en train de se reconstruire. Plusieurs se sont maintenues. Et on est en train d'en fonder de nouvelles, la dernière à Laval. Okay? Parce que, tant qu'avoir du monde réuni autour d'une table à place dans leur salon, isolé, seul, sans perspective, l'idée de se réunir en assemblée nous semblait bonne parce qu'on savait que la lutte continuait. La lutte continuait contre P6, la lutte continuait pour l'amnistie, la lutte continue pour le droit d'affichage, la lutte continue, bien entendu, contre les attaques anti-ouvrières, contre l'ensemble de notre classe, la lutte continue pour le droit à l'éducation, contre les mensonges de Pauline Marois, comme de Harper, comme le camarade vient de l'expliquer, mensonges qui sont, en partant, hausser les frais de scolarité, parce que c'est une hausse d'indexation, couper dans l'aide sociale, couper et comprimer dans les garderies, maintenir la taxe santé, s'agenouiller devant les minières, etc. Bref, il y avait de quoi continuer à s'assembler et c'est le sens de la rencontre de ce soir, c'est de relancer notre grand mouvement des assemblées comme espace unitaire de lutte. Je pense que c'est ça que Jackie voulait dire, un espace où on peut se réunir, partager des choses, mais aussi partager des perspectives et se battre. Se battre, dans le fond, c'est le contenu. C'est le tissu social d'une époque qui appelle le changement. Et je vais laisser ma camarade Nancy Yang aborder 7 ou 8 points de ce qu'est le contenu de cette époque-là. Oui, merci. Donc, l'état dominant de cette fin de millénaire à l'échelle mondiale est celui du chaos. L'impasse à laquelle se trouve de plus en plus acculée notre société nous donne chaque jour un peu plus l'image d'un monde en train de courir à sa propre perte. La débâcle frappe l'humanité dans toutes ses manifestations et dans toutes ses entreprises. Où donc en est ce monde où le capitalisme règne maintenant sur les esprits et où les forces du marché triomphent?
Nous vivons dans un monde où la quête du profit affame chaque jour des dizaines de millions de personnes, allume des brasiers sous tous les continents, alimente toutes les haines et assassine l'espoir. Nous vivons dans une société patriarcale qui mutile l'existence des femmes, victimes toujours désignées par les panneaux lumineux du commerce, sans cesse épuisées par les sous-emplois de l'industrie, confinées au rôle de l'entretien et de la reproduction. Notre monde, enfin, est un où la conception dominante de la production et de la consommation pollue la terre, l'eau et l'air, au point de mettre en péril la survie même de l'espèce humaine. Bref, un monde à la dérive que le capitalisme et le patriarcat conduisent à l'agonie. Longtemps, la réalité des pays sous-développés a été l'étalon par lequel le jugement a été porté. Dans ces pays, vit, à l'ombre d'une bourgeoisie locale, régnant grâce aux forces les plus barbares de pression, la majorité écrasante d'une humanité réduite aux conditions de pauvreté les plus absolues. Or, c'est maintenant le cœur même du capitalisme, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, qui est touché par la tempête, le grand manteau de la misère, qui recouvre depuis longtemps les peuples du Sud et de l'Est, s'étend de plus en plus son ombre sur les ouvriers et sur les ouvrières de notre pays riche. Sous les besoins essentiels de l'humanité et les moyens matériels de les satisfaire, se lève la fameuse main invisible, la main du dieu régulateur de l'économie bourgeois, Adam Smith. Cette main, ce n'est rien d'autre que la fameuse économie de marché, maintenant présentée comme l'horizon indépassable de l'humanité. Or, c'est cette main qui contraint les capitalistes à ne plus produire et à licencier, et qui mène les exploités à croupir dans la misère noire. N'en déplaise aux bureaucraties syndicales et aux marchands d'illusions réformistes, il n'y aura pas d'atterrissage en douceur. Les rapports de production capitalistes sont devenus une aberration historique dont la survie ne peut plus être que source de barbarie. Dans ces conditions, le problème n'est pas tant de savoir si le système capitaliste est dépassable que de comprendre que ce dépassement relève aujourd'hui de la nécessité. En définitive, il devient de plus en plus évident que ce sont les réformistes qui manquent de réalisme. L'espoir réside dans une autre enseigne. Tandis que les gouvernements féminisent leur discours, la misère devient de plus en plus un problème féminin. Pendant que les compagnies reprennent le refrain de l'écologisme, le capitalisme continue à souiller l'air, la terre et nos océans. Jamais les bandits impérialistes n'ont autant parlé de paix qu'en ces temps où la violence et les guerres ouvrent les veines d'une humanité de plus en plus meurtrie. Enfin, au moment où la bourgeoisie et ses valets à la direction des syndicats se félicitent des rapports nouveaux et harmonieux dans le domaine du travail, les salaires baissent, les cadences augmentent et les accidents se multiplient. Voilà donc effectivement une description des principaux aspects de notre période. Comment réagir? Je me souviens, moi, au début de mon militantisme, j'avais l'impression que la vie, c'était comme un ascenseur. Et puis que, sur cet ascenseur-là, il n'y avait que des pitons up. Et à mesure que je suis avancé dans ma propre vie, comme la plupart des êtres humains à travers l'histoire, on se rend compte qu'à mesure qu'on avance dans cette vie-là, dans le fond, on n'avance pas. Et qu'il n'y a pas juste un piton up, bien au contraire. Il y a un piton down qui s'en sert en tabarnak, les capitalistes, pour réduire, abaisser, comprimer, mépriser notre classe. C'est que l'appel de ce soir, le sens de l'assemblée de ce soir, c'est plus jamais tout seul. On ne laissera pas les camarades de ma pays se débattre tout seul. Une attaque contre une personne est une attaque contre toutes les personnes. Ça, c'est le sens de la réunion de ce soir. Et puis, tantôt, on a dit que ce serait des actions concrètes. Tantôt, les animatrices et les animateurs vont vous rappeler qu'on peut s'inscrire pour aider les journées de ma pays, pour aider les camarades militants et militantes du MAP, pour aller à Toronto soutenir la lutte des sans-abri, pour se rassembler auprès de nos frères et nos sœurs de l'immigration, surtout dans une période où le Parti québécois organise une diversion et une division pour
ameuter, attiser la haine raciale, linguistique, pour faire en sorte qu'ils peuvent gagner leur crise d'élection. Quelle bassesse! Quelle vilainie! J'ai commencé en citant Jean Jaurès en 1913. Et là, je vais vous citer un certain Babeuf qui a écrit ça juste avant de se faire décapiter en 1797 en tant que militant de la conspiration des égaux. Aujourd'hui, on dirait sans doute aussi des égales. Okay? Et donc, ce grand Babeuf qui essayait de maintenir le cap pour se débarrasser d'une société périmée, désuète et barbare qui était le féodalisme, allait périr. Voici ce qu'il a écrit. Le moment des grandes mesures est arrivé. Le mal est à son comble. Il couvre la face de la terre. Le chaos, sous le nom de politique, y règne depuis trop de siècles. Que tout rentre dans l'ordre et reprenne sa place. À la voie de l'égalité, que les éléments de bonheur et de la justice s'organisent. À la voie de l'égalité, que les éléments de bonheur et de justice s'organisent. Et pour ça, il faut prendre notre place. Il faut prendre toute notre place. Toute la place que notre classe sociale, qui n'est pas morte et qui, au contraire, est en expansion permanente à travers le monde, toutes les statistiques le démontrent, prenne toute sa place, joue son rôle historique et s'attaque à toutes les nuisances humaines, que sont le patriarcat, le capital, le racisme et toutes les autres formes d'oppression. C'est à ça que je vous appelle, plus jamais tout seul, plus jamais tout seul, plus jamais tout seul. Merci.